Mark Filterman, vous avez donc écrit un livre très étonnant qui s'appelle Les armes de l'ombre et dans lequel vous nous expliquez que, en dehors des armes qui sont couramment utilisées et ostensiblement utilisées, les inventeurs d'engins de mort ont mis au point des armes qui permettent de déclencher des épidémies, de déclencher des tremblements de terre, de déclencher des mutations génétiques, de déclencher des catastrophes climatiques. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle plus particulièrement d'un aspect de votre livre qui est fort intéressant et qui intéresse beaucoup de monde en ce moment parce qu'on vit dans cet univers en permanence, dans cette ambiance. C'est la question des armes électromagnétiques. Quand je dis qu'on vit dans cette ambiance, on vit dans une ambiance qui est sans arrêt parcourue par des millions de phénomènes électromagnétiques, que ce soit les ondes de la télévision, de la radio, des téléphones portables, et bien d'autres, tous les appareils électriques, les appareils de cuisine, etc., qui eux aussi émettent des ondes électromagnétiques, et également, alors, semble-t-il, des armes, c'est-à-dire des moyens de modifier les états de conscience ou les états physiques ou les comportements ou de tuer, et qui sont ces moyens sont donc utilisés par les militaires. Alors, d'abord, qui êtes-vous, Mark Filterman? Comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser à ce genre de sujet? Quel est votre domaine d'expertise, comme on dit maintenant? Bien, bonsoir. Donc, moi, j'avais commencé à m'intéresser au domaine du radar à partir de 1976. C'est à cette date-là que j'ai eu mon premier radar. Donc, évidemment, pour un radio amateur avec un radar à l'âge de 16 ans, ça faisait un peu bizarre. Donc, j'avais déclaré le matériel, effectivement. Ah, vous avez eu un radar à vous? Oui, j'ai eu du matériel radar. Les photos sont d'ailleurs visibles sur mon site internet où j'ai terminé en 86. Il y avait une dizaine de radars avec des puissances qui allaient jusqu'à 450 kW. Donc, c'était pas du petit matériel parce qu'il y avait un blocos rempli de matériel. Il y avait plusieurs tonnes de matériel. Le petit problème, c'est que je me suis rendu compte à la longue, déjà qu'il pouvait y avoir des interférences sur le matériel électronique, d'une part, et ensuite j'ai eu des problèmes de santé. Entre-temps, j'avais été embauché à l'armée de l'air de 80 à 85, et ma santé s'était détériorée de 83 à 85, j'ai plus les dates exactes. Et bon, à l'époque, on n'avait pas d'informations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune information sur le sujet mes effets des micro-ondes sur la santé. Le syndrome des hyperfréquences, on ne connaissait pas. Et à cette époque-là, j'ai eu de sérieux problèmes de vue et c'est un militaire qui m'avait orienté, qui m'avait dit, attention, il y a certains risques avec certains matériels. À l'époque, je découvrais ça, j'étais pas du tout au courant. Moi, mon but, c'était de faire la recherche au niveau détection aérienne, de faire un dispositif de reconnaissance de cible pour à la ligne. Et ensuite, donc, après, il a fallu que je me remette un peu de mes problèmes de santé pendant 2 ans. Et après, j'ai repris des recherches donc sur les radars, mais orientées sur les effets des micro-ondes sur la santé. Et là, j'ai fait pas mal de découvertes, en ce sens quand le terme psychotronique commençait à apparaître, c'est-à-dire le terme de guerre psychotronique, où les Russes et les Américains faisaient des recherches pour interférer sur les métabolismes vivants ou interférer sur les cortex cérébraux, faire de la manipulation du comportement, ni plus ni moins. Et ces aspects-là ont commencé très tôt, puisqu'il y avait les recherches de Kolodov, de Leonid Vassiliev, qui étaient des chercheurs russes. Ils avaient une centaine de centres de recherche au moins de référencés. Et déjà en 1943, il y avait une étude de fait aux États-Unis suite à des problèmes de suicide qui arrivaient en nombre chez les techniciens radars, enfin des problèmes de santé divers, cataracte de l'œil, également tous ces aspects-là. Et cette opération-là a été classifiée. C'était donc Murphy Camp Operation en 1943, classifié secret 1944. Donc ça date pas d'hier. Ensuite, il y a eu des recherches à la clinique de Mayo sur des chiens qui ont été faits en les exposant à des micro-ondes. Ça, la Mayo Clinique, c'est le domaine de François Plantet qui a été... C'est reçu comme résident là. Il faut que vous parliez dans le micro, François, parce que... J'ai accepté comme résident en chirurgie, mais je suis pas resté. J'ai préféré aller à Houston. Alors, donc, ces expériences à la Mayo Clinique se sont déroulées en quelle année?
Alors, dès 1950, déjà pour vérifier effectivement s'il pouvait y avoir des cataractes provoquées par les micro-ondes. Et il y a Rossadet qui a fait ensuite un programme de recherche. Alors Rossadet, c'est pas rigolo puisque c'est un ancien scientifique de la NASA qui a été en plus consultant auprès de la Maison Blanche à l'époque, notamment à l'époque du signal de Moscou qui irradiait l'ambassade, la fameuse ambassade des États-Unis, où là le personnel diplomatique a eu des problèmes de santé. Qui irradiait, vous dites irradier, mais c'était pas avec des pas un micro-ondes, signal mais c'était nucléaire, enfin c'était pas de non, c'était des micro-ondes radio, mais on s'est aperçu, justement, c'est les problèmes de modification du sang au niveau de la chimie du sang qui ont donné l'alerte, et on a découvert qu'ils faisaient de l'espionnage par des dispositifs qui avaient été installés dans l'ambassade des États-Unis finalement, et ces dispositifs entraient en résonance quand ils étaient irradiés par ces faisceaux micro-ondes. Donc on peut dire que les premiers qui ont mis au point des ondes, des armes de cette nature sont les soviétiques ou sont les américains, ou ils l'ont fait ensemble? On peut dire qu'ils l'ont fait ensemble, et d'ailleurs les problèmes, je me demande si l'expérimentation Philadelphia Experiment, la fameuse Philadelphia voilà, si c'est pas plus précisément, parce que bon, ça a été romancé, il y a eu un film de fait là-dessus. C'était un essai de voyage dans le temps. Voyage dans le temps qui aurait été provoqué par une expérience d'invisibilité. Voilà. Mais si on part du principe que les premiers radars fonctionnaient sur les mêmes fréquences que certains appareils domestiques qu'on a actuellement dans nos cuisines, je crois qu'on a compris pourquoi on a changé les fréquences. Oui, bien sûr. Et pourquoi, justement, à l'époque, cette opération, Murphy Camp opération, a été déclenchée. Parce que ça devrait quand même donner à réfléchir aux gens qui persistent à avoir des fours micro-ondes dans leur cuisine, parce que... Alors, il y a eu une étude de fait qui a été censurée, et le gouvernement suisse a été condamné à l'époque pour la violation de l'article, ça doit être l'article 10 sur l'entrave à la liberté de communiquer. Parce qu'effectivement, et ils ont des problèmes... bon, ça a un rapport aussi avec la stérilisation des aliments, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les aliments frais, notamment les légumes, quand on les cuit au four à micro-ondes, peuvent faire apparaître des radicaux libres. Alors, les radicaux libres sont cancérigènes. Alors, puisque vous abordez cette question, je me tourne vers le docteur Plantet. La question qu'on se pose tout de suite en lisant le livre de Mark Filterman, c'est la question des fondements scientifiques. Est-ce qu'il est sérieux de prétendre ou de croire qu'on peut fabriquer des armes avec des ondes radio, parce que c'est à ça que ça revient, ou avec du magnétisme? Je pense même que c'est très facile. C'est des systèmes extrêmement faciles qu'on doit pouvoir fabriquer en allant à Monoprix chez le droguiste du coin avec une pile Wonder, comme faisait Nikola Tesla. L'appareil avec lequel il a fallu faire exploser le Brooklyn Bridge, c'était 3 fois rien. Ça avait la taille d'un réveil, il y avait 3 fois rien dedans. C'est toujours les mêmes choses, c'est des bobines de cuivre en général. On fait tourner quelque chose, que ce soit des électrons ou de l'éther. Mais les bases scientifiques, elles sont à la fois parfaitement établies et extrêmement mal connues. C'est des sujets qui sont, pour diverses raisons, l'étude a commencé à peu près avec Gilbert, un curé de campagne anglais en 1600. Il s'est prolongé avec Otto von Guericke et son globe de soufre. Puis ça arrive à Galvani, qui a été le premier à parler d'électricité, et ça a déclenché une vague de répression scientifique extraordinaire. C'est un cas d'école, parce que c'était extrêmement mal vu, pour des raisons tenant à l'ambiance athée maçonnique, qui est des forces vitales. C'est extrêmement mal vu. Il y avait le vitalisme, qui était la théorie. C'est-à-dire que, pardon de vous couper, mais vous voulez dire que l'establishment s'est dressé contre les travaux de Galvani, parce que ça allait dans le sens de l'existence de la validité du vitalisme. Oui, c'est-à-dire que le tout étant plus grand que l'ensemble des parties, on savait bien que tout l'ensemble du système ne pouvait pas fonctionner sans un principe unificateur, qui était ce qui s'appelait depuis tout le temps, depuis Hippocrate, enfin depuis la nuit des temps, qu'on trouve dans les idéogrammes sumériens, comme la force vitale. C'est le vril, oui, c'est ça, le vril. C'est ce qu'on retrouve dans la théodicée de la Kabbale, sur les canaux des séphirotes, etc. Quelque chose qui flue et qui, effectivement... dont on ne connaît pas la nature. On ne connaît pas la nature, on sait qu'elle existe. Elle est dans tous les hiéroglyphes. Ça, c'est une expérience immédiate. Il suffit de voir une plaie cicatrisée pour toucher du doigt qu'il se passe quelque chose. Ensuite, la démarche scientifique, la première, c'est encore un hasard incroyable. Il y avait, dans le laboratoire de Galvani, il y avait
une sphère de Guericke, qui est une sphère de sulfure, de soufre solide qui tourne et qui émet des charges statiques importantes. Et au moment où ça fonctionnait, il y avait un scalpel qui était planté dans une cuisse de grenouille. C'est pas fait pour être mangé, mais pour quelques menues études, quoi. Et chaque fois il s'est aperçu que ça se contractait. Donc, que le muscle se contractait. Ouais. En réalité, le scalpel jouait un rôle d'antenne. C'était une antenne, il y avait la machine qui était à 3 mètres, et chaque fois, il y avait une décharge dans l'air, c'est la base de... ça fait bouger les terres, c'est la base de la communication. Donc ça tendrait à accréditer la fameuse idée du transport d'énergie sans... mais ça c'est évident. Sans support, sans Bien sûr, de toute façon, le télégramme, c'est comme ça, c'est des mouvements dans les terres qui se transmettent comme l'eau quand on jette une pierre. Donc, et alors, vous m'expliquiez en micro que contre Galvani, on a suscité en quelque sorte... Mais oui, parce que Galvani a approfondi les choses, il s'est aperçu qu'on pouvait déclencher les contractions sans électricité, mais avec des fils de métal différents et soudés. Et à ce moment-là, Volta s'est précipité dessus. Il a servi qu'à ça d'ailleurs, comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est précipité dessus pour montrer qu'en fait, il s'agissait d'une énergie purement biochimique et non pas d'un courant électrique à cause de la présence du fer. Ensuite, Galvani a montré on pouvait avoir des courants électriques simplement avec des courants de lésion, c'est-à-dire sans absolument pas de métal. Mais ça allait tellement à l'encontre des idées de la Royal Society, qui n'était pas très ancienne, qui avait supporté les travaux de Newton, et puis l'Académie du Lynx, qui était très ancienne en Italie. Et donc, à partir de là, il y a un mouvement très important pour lutter contre le développement d'une énergie vitale. Et ça aboutit, il faudrait peut-être détailler, mais c'est un peu trop long, mais lorsqu'on a découvert en Allemagne, parce que l'Allemagne joue un rôle clé là-dedans, dans l'extinction, sous des pseudo-progrès, elle joue un rôle clé dans l'extinction de la véritable compréhension des phénomènes vivants. En Allemagne, on a commencé par dire, puisqu'il n'y a pas d'énergie vitale, les systèmes sont mécaniques, donc on va connaître les composants, les couper en morceaux. Et à partir de là, on n'a plus rien compris à rien, parce que ne tenant plus le principe directeur général de l'ensemble, on est arrivé à la médecine actuelle, par exemple. Dans le domaine de la médecine, on comprend plus rien à rien. Puis parallèlement, il n'y a rien. On fait, dès qu'on a quelque chose qui sort surtout quand c'est dit par un médecin, on fait le tour de tous les spécialistes, dans un sens, puis dans l'autre, et puis en haut, et en bas. Et en fait, les neurophysiologistes savaient bien, une bonne partie savait bien, que la transmission électrochimique des neurotransmetteurs, ça explique rien. Ça ne donne pas l'explication de 5% des phénomènes. Alors, par exemple, on ignore totalement comment agissent les antidépresseurs. Il y a un exemple entre autres. Et parallèlement, des recherches se poursuivaient sur les courants continus, qui étaient justement ce que détestaient les autres, parce que les courants continus, c'est inexplicable. On n'en sait pas plus maintenant que du temps de Galvani. Tout ce qu'on sait, c'est que le corps humain ou les corps animaux sont des corps polarisés, avec un pôle positif, un pôle négatif, avec plusieurs centres. Et alors là, là vous avez des aspects de cette réalité qui sont assez stupéfiants. Enfin, c'est assez grandiose. Alors déjà, on sait qu'en là, ça va directement à l'appui de ce qui est rapporté dans votre ouvrage, monsieur. C'est-à-dire que quand on modifie les courants continus par des dispositifs simples, ça peut être un four à micro-ondes, mais ça peut être un sèche-cheveux qui dégage un champ magnétique invraisemblable. Ça peut être, là je disais déjà dans un livre qui est relativement ancien, mais qui est toujours valable, de Baker et Marino, qui sont pas des petites pointures. C'est deux professeurs. Il y en a un, il est à Upstate Medical Center de l'Université de New York, et l'autre il est à Louisiana State University. Ils ont montré que lorsqu'on soumet le système nerveux à un Motorola, par exemple, avec le champ est pas très fort, mais l'antenne est juste à côté de l'oreille. Et à ce moment-là, le contact est colossal. Et les modifications sont énormes. Bien qu'elles aient été niées tout le temps, avec des oppositions farouches des industriels, ça commençait on le sait depuis l'époque d'Edison que ça fait quelque chose. À l'époque d'Edison, alors c'est des expérimentations naïves, comme c'est souvent, c'est un peu comme pour le cholestérol. Ils vous disent n'importe quoi. Eh bien, ils ont mis des chiens dans un champ électrique en disant le chien ne se plaint de rien. Oui. Ce qui est quand même assez fort. C'est comme les chiens qui rentrent dans les endroits, pourtant il y a à l'entrée, il y a une pancarte interdit aux chiens. On se demande comment les a. On dirait qu'ils savent pas lire. Voilà. Alors, le chien se plaignait de rien. Et après, ils l'ont fait sur des hommes qui n'ont plus se plaigner de rien. Mais au même moment, le professeur Darsonval, qui est quand même un nom connu en France, qui a été un de ceux qui ont développé le plus ces choses-là,
montrer que l'effet on-off d'un champ électromagnétique crée un phosphène qui est maintenant c'est-à-dire un choc lumineux. Une impression lumineuse à l'intérieur du cerveau. Après, c'est Beer, dans les années vers 1930, qui l'a confirmé. Et maintenant, on le sait parfaitement. Et alors,